Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce 12-15, une révision des effectifs militaires en Côte d'Ivoire. 10 000 nouveaux soldats incorporés d'ici 2024, mais 3 000 dans un premier temps. Les objectifs de l'État ivoirien qui, confronté à la menace terroriste, veut renforcer son armée. Le Niger face à la pression démographique, des défis mais aussi des opportunités. Un symposium autour de ce sujet ayant rassemblé des leaders traditionnels s'est tenu les 22 et 23 novembre. Un colloque organisé à l'Institut des Relations internationales du Cameroun s'empare de la question de la zone de libre-échange africaine et de ses enjeux. Ce marché permettrait à l'Afrique de rattraper son retard en matière d'échanges commerciaux. Focus à suivre dans ce journal. Report pour la deuxième fois au Mali des Assises nationales de la refondation. Report s'inédié de ces pourparlers voulus par le gouvernement de transition. Cette rencontre controversée devait débuter ce mardi 23 novembre et s'achever le 26 décembre. La junte au pouvoir devait fixer une date pour les élections à l'issue de ces assises. Avant cette annonce, plusieurs organisations, dont le cadre d'échange, avaient indiqué son refus de prendre part à ces assises. Coalition qui rassemble des partis et regroupements de partis, dont le Rassemblement pour le Mali de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Face à la menace terroriste, surtout dans sa partie nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, le gouvernement ivoirien annonce le renforcement de son armée avec le recrutement de 3 000 soldats au cours de l'année 2022. Un recrutement massif, d'autres devraient également avoir lieu durant les 3 prochaines années. Au total, 10 000 nouveaux soldats doivent intégrer l'armée ivoirienne d'ici à 2024. Roberto Bogbe. Gonfler les effectifs de l'armée ivoirienne en injectant dans ses rangs 3 000 nouveaux soldats. L'annonce du président de la République Alassane Ouattara intervient quelques heures après que son pays a accueilli la 43e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Une détermination à repousser la menace terroriste. Face aux menaces multiformes, hybrides et transnationales auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble. Prévu dans le budget 2022 du ministère de la Défense, le recrutement de ces 3 000 soldats marque la première vague d'enrôlement des 10 000 nouveaux éléments au total censés incorporer l'armée ivoirienne d'ici 2024. Mais ces recrutements vont également favoriser le rajeunissement des effectifs et compenser les départs à la retraite afin de rééquilibrer les rangs. La redéfinition de la posture des partenaires au Sahel, notamment Barkhane, s'accompagnera immanquablement d'un bouleversement dans la riposte au terrorisme dans cette région et bien au-delà. Dans ce sens, l'anticipation de cette nouvelle donne s'impose pour la préservation du fragile équilibre dans ces zones. Depuis 2020, la Côte d'Ivoire est dans le viseur des groupes armés sahéliens qui lancent régulièrement des attaques dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, dont celle de Kafolo en juin 2020, où 14 soldats ivoiriens avaient perdu la vie. Le Tchad se prépare au dialogue national devant permettre une sortie de crise, mais place d'abord aux consultations menées par les délégations qui ont rencontré les diasporas. Les conclusions commencent à être rendues. Il s'agissait, indiquent les autorités de transition, d'avoir les avis des Tchadiens, ceux de l'étranger, mais aussi ceux qui se trouvent dans les zones les plus reculées du pays sur l'avenir du Tchad. Pour ce pré-dialogue, 16 délégations étaient mobilisées en province et à l'étranger. La croissance démographique du Niger demeure le plus élevé du monde, de 24 millions d'habitants actuellement. Le Niger pourrait voir sa population quasiment doubler d'ici à 2050. Avec une population dont l'âge moyen est de 15 ans, le Niger était au début de sa transition démographique. Alors faut-il réguler les naissances? Quel modèle familial afin de faire de ce boom démographique une chance pour le développement du pays? Autant de questions qui étaient au cœur d'une rencontre qui a mobilisé les leaders traditionnels. Voyez ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Un symposium international sur la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger.
Organisée avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, cette rencontre de 2 jours a pour objectif principal de promouvoir le partage d'expériences et le renforcement des capacités des chefs traditionnels et religieux en vue de renforcer la culture et l'appropriation des pratiques en faveur de la capture du dividende démographique. Nous pensons que la transition démographique passera nécessairement par une transformation des réalités socioculturelles. L'engagement des autorités publiques et coutumières nous rend confiants des perspectives d'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne. Le Niger se caractérise par un taux de croissance démographique de plus de 3% par an. Une population dont la moitié est âgée de plus de 15 ans et qui double tous les 18 ans, empêchant ainsi au pays de renforcer le développement de son capital humain en assurant l'accès des Nigériens aux services sociaux que sont entre autres la santé, l'éducation selon les analystes. Comme vous le voyez, votre rôle dans cet effort national est grand, votre responsabilité irremplaçable. Je sais, vous connaissant, que l'État peut compter sur vous pour le bien de nos enfants et de nos communautés. Pour cette année 2021, 91 plans d'action financés par l'UNFPA, portant notamment dans les domaines de la scolarisation des filles, de la santé maternelle, du renforcement des capacités des filles et des jeunes, le mariage des enfants et la cohésion sociale sont en train d'être mis en œuvre par les chefs traditionnels. Les réfugiés qui se trouvent actuellement au Kenya ont désormais le droit d'obtenir un permis de travail, décision du gouvernement afin de faciliter leur insertion sociale. Le Kenya accueille près de 500 000 réfugiés dans les camps de Dadaab et de Kakuma qui doivent être fermés dans les prochains mois, d'où la nécessité d'une politique d'intégration des réfugiés. Joël Ballot. Les sites de Dadaab et Kakuma au Kenya abritent plus de 500 000 réfugiés. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a décidé que les étrangers bénéficiant du statut de réfugié au Kenya peuvent désormais s'intégrer dans la société et participer au développement économique et social conformément à la loi approuvée le 17 novembre 2021. La décision des autorités kenyanes de régulariser la situation des réfugiés, c'est une façon aussi de signaler la détresse de ces gens qui ont quitté leur toit pour trouver du mieux. Il fallait qu'il y ait du temps, l'appui des Nations Unies pour que le traitement des dossiers de ces réfugiés qui ne sont pas apatrides puissent se conforter à la loi kenyane. La nouvelle loi propose l'utilisation partagée des équipements sociaux tels que les écoles et les hôpitaux. Elle garantit l'obtention de permis de travail aux réfugiés pour accéder au marché du travail. En outre, le gouvernement kenyan facilite l'accès aux documents requis qui garantiront que les réfugiés sont également capables d'entreprendre des activités économiques et sociales. Le Haut Commissariat aux réfugiés doit être un partenaire de choix pour que ce genre de problème soit réglé entre Africains et je crois même l'Union africaine quand même a une commission qui s'occupe de ça, devrait monter en puissance parce que quand même au XXIe siècle, nous Africains devrons apprendre à régler nos problèmes à l'africaine. Pour rappel, jusqu'au 17 novembre dernier, la loi sur le statut des réfugiés stipulait que est perçu comme intégré un réfugié lorsqu'il devient citoyen par naturalisation ou lorsqu'il bénéficiait d'un statut juridique spécifique. La zone de libre-échange continentale au cœur de la stratégie africaine visant à impulser le commerce intra-africain. L'enjeu est de taille pour le plus vaste marché commun au monde. Il s'agit de doper le commerce intra-africain de l'ordre de 50% d'ici à 2022. Et pour y parvenir, cela suppose un changement radical des modèles économiques. Un objectif débattu jusqu'à ce mercredi au Cameroun dans le cadre d'un colloque international dédié à cette zone de libre-échange. Joël Ballot. Mettre fin à la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Voici résumé le colloque organisé à l'Institut des Relations internationales du Cameroun du 22 au 24 novembre 2021. Aujourd'hui, avec un pourcentage de l'ordre de 16% concernant les échanges intra-africains,
contre plus de 50% en Occident, les gouvernements africains se doivent de constituer leurs réserves pour combler les besoins des populations, ce qui va concourir à diminuer les importations en faveur du Made in Africa. Il s'agissait alors pour l'IRIC, n'est-ce pas, d'éclairer ce processus en essayant de regarder le contexte d'émergence, dans quel contexte émerge-t-il, quels sont les problèmes qui jonchent son contexte d'émergence, quels sont les défis, quelles sont les contraintes, quel est le type notamment de politique à mettre en œuvre. À travers la ZLECAf, qui est un marché de plus d'1 milliard de consommateurs, l'Afrique a la possibilité de devenir autonome, de produire et de consommer local, ce qui va considérablement améliorer le PIB local. D'après des prévisionnistes, à l'horizon 2050, l'Afrique comptera plus de 2 milliards de consommateurs et deviendra automatiquement le plus vaste marché au monde. Par conséquent, la ZLECAf se présente comme une opportunité de création de richesses. Une opportunité pour l'Afrique, non simplement de faire des affaires, mais de se développer en intensifiant les échanges entre nous, en sortant de la dérive actuelle du multilatéralisme qui a conduit à une lutte pour des parts de marché, sortant de l'objectif qui est celui de la promotion du développement. L'intégration régionale n'est plus facultative, c'est une contrainte pour le continent s'il veut se sauver. Aujourd'hui, la course au marché appelle l'Afrique à produire ce dont elle a besoin et consommer ce qu'elle produit au lieu d'importer. L'Angola peine à sortir des années de récession et à relancer aussi une économie toujours très dépendante du pétrole. Le taux de chômage s'élève à plus de 30%. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus concernés. 1 sur 2 est privé de travail. La rareté de l'emploi entraîne alors une précarité qui se répand de manière préoccupante. Mildred Diamou. Le taux de chômage en Angola a augmenté de 7,9% au troisième trimestre 2021. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique le 19 novembre 2021, l'emploi dans le pays a diminué de 2% par rapport au deuxième trimestre 2021. Un communiqué de l'agence précise également une croissance de 1,3% pour l'emploi et de 0,4% pour le chômage comparé à la même période en 2020. L'emploi au troisième trimestre a présenté une variation décroissante d'environ 2% par rapport au deuxième trimestre. Dans la même période, le chômage a enregistré une croissance de 7,9% par rapport à la période précédente. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent également une hausse de 5,5% de la population économiquement active en Angola en glissement annuel pour atteindre 16,1 millions au troisième trimestre 2021. Plus de la moitié de la population angolaise employée opère dans le secteur primaire qui comprend les domaines de l'agriculture, de la production animale, de la chasse, de la foresterie et de la pêche selon les récentes données du gouvernement. L'Angola n'a pas voulu et n'a pas su diversifier son économie, relancer par exemple la production agricole, relancer les économies d'énergie, la métallurgie. Tout ça est défaillant dans l'Angola actuelle. Ceci est dû au fait que les élites angolaises ne veulent pas voir la réalité et ne veulent pas justement faire de sorte à ce que la population angolaise puisse vivre dignement dans l'Angola. En Angola, la baisse des revenus du pétrole a freiné la capacité du gouvernement à préserver les moyens de subsistance des effets du Covid-19, avec comme conséquence une aggravation de la situation socio-économique. Cependant, la Banque mondiale prévoit une croissance de l'économie angolaise de 0,5% en 2021 et de 3,3% en 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.